Bienvenue à Sujet Capital, un balado bimensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos hôtes pour ce balado sont James Parkin et moi-même, François Doyon-La Rochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 40, pour notre premier sujet, nous discutons du CELI et des impacts fiscaux au décès. Et ensuite, pour notre deuxième sujet, nous abordons la deuxième partie de notre guide de la nouvelle retraite pour les pré-retraités. Bonne écoute! Salut James, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, François, et toi? Très bien, merci. Donc, je vais commencer. Dans notre dernier épisode de Sujet Capital, on a discuté de l'adoption du CELI par les investisseurs canadiens, de certains des malentendus puis des erreurs courantes commises par les investisseurs. Dans cet épisode, on va aborder ce qui devient de l'argent dans votre CELI à votre décès. Les gens sont souvent surpris d'apprendre que la succession pourrait devoir de l'impôt sur les gains à l'intérieur du CELI après la date de décès. Oui, en fait, on voit ça souvent avec des nouveaux clients. Ils ne sont pas au fait. Alors, nous, comme conseillers, on a le devoir, à l'ouverture des comptes, de bien les guider, de faire attention sur ce sujet. Oui, d'après moi, là, James, c'est une question de planification successorale assez importante qui peut faire une différence sur le patrimoine familial lorsque c'est planifié correctement. Je dis ça parce que du point de vue fiscal, bien que la juste valeur marchande du CELI juste avant votre décès demeure libre d'impôt, la croissance du CELI après votre décès pourrait devenir imposable là, dépendamment de la façon dont vous avez planifié les choses. Oui, absolument. Parce que toute augmentation de la valeur du CELI après le décès du titulaire de compte et jusqu'à ce que le compte soit fermé, ça pourrait être imposable comme un revenu ordinaire. Et cette croissance, qu'elle provienne des intérêts, des gains en capital, des dividendes canadiennes, de revenus de placement autres, de revenus étrangers. Exactement. Et pour réduire cet impact fiscal potentiel, il y a plusieurs mesures que vous devez prendre ou vous pouvez prendre. D'abord, dans toutes les provinces, sauf au Québec, il existe des lois qui permettent aux titulaires d'un CELI de nommer un titulaire remplaçant ou un bénéficiaire en cas de décès. L'avantage de nommer un titulaire remplaçant ou un bénéficiaire est que vous évitez à votre CELI de passer par votre succession et d'être assujetti à des frais d'homologation. Il n'y a pas de frais d'homologation ici au Québec, mais ça, c'est pour tous les gens hors Québec. De plus, si vous désignez un titulaire remplaçant, en passant, seul votre époux, votre conjoint de fait peut être nommé ou désigné titulaire remplaçant. Lorsque vous décédez, le titulaire remplaçant peut transférer libre d'impôt votre CELI dans son propre CELI, puis il n'y a aucun impact sur les droits de cotisation à votre CELI. En plus, si le CELI continue de croître à partir de la valeur marchande juste avant la date de décès, jusqu'au moment du roulement, cette croissance peut également être transférée au CELI du conjoint ou du partenaire et cette croissance ne sera pas imposée. J'ai un petit exemple ici pour vous. Donc, supposons que Marc avait un CELI avec une juste valeur marchande de 80 000 lors de son CELI, disons, en janvier 2021, et que sa conjointe Caroline a été désignée comme titulaire remplaçante. Lorsque la succession de Marc est réglée quelques mois plus tard, disons au mois d'août, et que la juste valeur marchande du CELI à ce moment-là est passée à 85 000, bien dans ce cas, la juste valeur marchande de 80 000 à la date de décès n'est pas imposable pour Caroline, ni la croissance de 5 000 gagnée après la date du décès. Donc, le montant total de 85 000 peut être transféré dans le CELI de Caroline. Si vous désignez un bénéficiaire, que ce soit votre conjoint, votre partenaire, votre enfant ou quelqu'un d'autre, la juste valeur marchande de votre CELI avant votre décès peut être distribuée libre d'impôt. Mais comme James l'a mentionné plus tôt, toute la croissance après le décès devient imposable. C'est la principale différence ici entre la désignation de votre conjoint ou de votre partenaire comme titulaire remplaçant au lieu que comme bénéficiaire. Le conjoint ou partenaire désigné comme bénéficiaire peut également cotiser la juste valeur marchande du CELI avant la date du décès à son propre CELI sans affecter ses droits de cotisation, mais ne peut pas profiter de la croissance libre d'impôt du CELI après la mort. Une autre différence clé est que cette croissance ne peut être cotisée au CELI du conjoint partenaire
conjoint de fait, à moins qu'il n'ait les droits de cotisation disponibles. Il faut dire que les propos aujourd'hui pour nos auditeurs francophones, c'est surtout pour des résidents hors Québec. On va parler un peu tantôt de la situation au Québec parce qu'on a un code civil et les règles sont très différentes. On ne peut pas, comme tu as dit, François, nommer un titulaire remplaçant ou bénéficiaire à même les comptes CELI. Exactement. Puis si je reprends mon exemple de tantôt, et disons que Marc avait un CELI avec une juste valeur marchande de 80 000 lors de son CELI en janvier, on reprend l'exemple, et que sa conjointe Caroline a été désignée comme bénéficiaire. Encore une fois, lorsque la succession de Marc est réglée, au mois d'août, la juste valeur marchande du CELI est passée à 85 000. Étant donné que Caroline est désignée comme bénéficiaire au lieu de titulaire remplaçant, les 80 000 de juste valeur marchande à la date du décès ne sont pas imposables pour Caroline, mais les 5 000 de croissance après la date de décès deviennent imposables comme un revenu ordinaire. Il faut dire aussi que ce processus de transfert là, est un peu plus compliqué parce qu'il y a des formulaires à déposer auprès de la RC dans les 30 jours suivant le transfert afin d'obtenir cette exemption spéciale. En plus, vous devez vous assurer de compléter le transfert avant la fin de l'année civile suivant l'année du décès. Aussi, si vous n'avez pas désigné de titulaire remplaçant ou de bénéficiaire à votre CELI, votre conjoint ou partenaire pourrait quand même verser une cotisation exclue à son propre CELI sans affecter ses droits de cotisation inutilisés en supposant qu'il est le bénéficiaire de votre succession en vertu de votre testament. Cependant, là, il va y avoir des frais d'homologation qui seraient payables à la province pour valider le testament et distribuer ensuite le CELI. Pour revenir aux résidents du Québec, puisqu'on ne peut pas nommer de titulaire remplaçant ou de bénéficiaire à notre CELI au Québec, sauf pour les produits d'assurance, la juste valeur marchande de votre CELI va à votre succession et est distribuée selon votre contrat de mariage ou votre testament. Encore une fois, en supposant que votre époux ou conjoint de fait est le bénéficiaire de votre succession, il aura la possibilité de verser la juste valeur marchande du CELI au décès comme une cotisation exclue à son propre CELI. Dans cette situation, François, comme dans la situation où quelqu'un désignerait un conjoint de fait comme bénéficiaire, le temps presse car toute croissance dans la valeur du CELI après le décès sera imposable comme un revenu ordinaire pour le bénéficiaire de la succession. Et donc, pour les résidents du Québec, c'est super important. Avec l'institution financière, le liquidateur devrait vraiment s'y mettre très rapidement, évidemment dans un environnement de marché aussi. Donc, c'est un peu injuste pour les résidents au Québec, mais on doit respecter le Code civil. Exact. Puis si le bénéficiaire du CELI n'est pas le conjoint ou le partenaire, même si la juste valeur de marchande du CELI immédiatement avant le décès peut être distribuée libre d'impôt, le bénéficiaire ne peut pas verser le produit du CELI de la personne décédée au sien, à moins qu'il ait les droits de cotisation au CELI qui est inutilisé. Puis finalement, pour terminer, les titulaires de CELI doivent savoir qu'une fois qu'ils décèdent, qu'aucune distribution peut être faite à leur CELI par la suite. Donc, tous les droits de cotisation inutilisés sont perdus à tout jamais. Alors, un petit conseil ici, si vous, votre conjoint, êtes gravement malade, il serait logique d'explorer la possibilité de maximiser vos cotisations au CELI maintenant afin que ces cotisations puissent continuer à croître libre d'impôt entre les mains de votre conjoint. Là. Donc ça, on a vu cette situation-là assez souvent avec des nouveaux clients qui nous arrivent. Ils ont besoin d'aide, ils sont en train de régler la succession, puis on découvre qu'on n'a jamais cotisé au CELI. Puis si on imagine le décédé, si on aurait fait son 81 500 de contribution, puis l'autre conjointe, puis on est avec les rendements, il y aurait en quelque part entre 200 et 250 000 $ d'accumulés. Puis tout ça, ça serait au nom d'un seul conjoint survivant. Ouais. Et c'est un outil de planification pour réduction de la facture fiscale à la retraite qui est vraiment phénoménal. Fait qu'il faut vraiment porter attention sur l'aspect qu'est-ce qui va se passer au décès au niveau des CELI, puis de bien comprendre les règles. Exactement. Donc, moi, c'est tout pour aujourd'hui sur ce sujet-là. James, as-tu autre chose à ajouter? Non, je pense que tu as fait un très bon tour de jardin pour nos auditeurs. Et là, ils sont au courant. Puis on devrait se poser la question, puis d'en parler avec leurs conseillers financiers, surtout s'ils sont résidents hors Québec, de s'assurer qu'ils ont bien complété les formulaires d'ouverture de compte, puis que les bonnes désignations ont été faites. Excellent. Donc, on va passer à notre prochain sujet. Qui est le guide du pré-retraité sur la nouvelle retraite, deuxième partie.
Le podcast d'aujourd'hui est la suite de l'épisode numéro 39 où nous avons abordé les aspects psychologiques de la planification de la retraite. Aujourd'hui, dans la deuxième partie, nous couvrirons les aspects financiers de ce que nos auditeurs devraient savoir sur la meilleure façon de se préparer à une retraite imminente. À toi, James. Oui, effectivement, François, dans l'épisode 39, on a partagé avec nos auditeurs l'importance cruciale de créer d'abord une vision de leur retraite idéale. C'est beaucoup de réflexion. Évidemment, il faut être réaliste aussi, là. Une fois qu'ils ont fait ça, ils sont alors prêts à répondre aux questions classiques de planification financière de retraite. Mm-hmm. C'est-à-dire que combien allez-vous avoir besoin, quand allez-vous avoir besoin des sommes financières et pour combien de temps. En d'autres termes, allez-vous avoir assez d'argent ou assez de revenus de pension ou risquerez-vous d'en manquer? La grande peur de tout le monde. Donc, je devrais souligner pour nos auditeurs qu'au Québec, entre autres, la planification financière est réglementée par l'Institut québécois de planification financière. Donc, depuis 1988, il y a un titre qui est décerné. Et moi, je suis planificateur financier, membre de l'IQPF. Et une de nos compétences de base, c'est vraiment la modélisation financière où différents scénarios peuvent être préparés pour aider les pré-retraités à comprendre si leur vision de retraite est réalisable. Donc, je dis bien le mot réalisable. Bon, nos auditeurs, souvent, on fait appel, par exemple, à un planificateur financier, ce qu'on recommande en fait. Et avec ce conseiller, vous devrez avoir une discussion approfondie sur les hypothèses de planification qui va servir à la modélisation financière. Et ensuite de ça, le conseiller sera en mesure de préparer le plan. Donc, évidemment, à ça, il faut que la personne fasse le nécessaire pour faire une estimation de sa valeur nette, c'est-à-dire c'est ajouter tous les actifs, ajouter tous les passifs, et après ça, ça donne une solide compréhension au conseiller pour préparer le bilan personnel qui va servir aussi comme information à entrer dans le système informatique. James, tu as parlé là, un peu d'hypothèse de planification de retraite. Peux-tu nous définir un petit peu plus ce que ça veut dire? Très bonne question, François. En fait, il y a deux types. Il y a les hypothèses sur lesquelles l'individu a un niveau de contrôle et celles, évidemment, sur lesquelles on n'en a pas. Mm-hmm. Les hypothèses de planification de la retraite incorrectes, effectivement, quand ils sont un peu trop roses, ils sont particulièrement problématiques car au moment où un retraité ou un pré-retraité se rend compte que son plan est en difficulté, il se peut que ce soit difficile de corriger le tir à ce moment-là. Fait que puis vraiment, les seules options qui vont s'offrir à eux, c'est en fait ce qui serait viable, c'est ça, de dépenser moins à la retraite ou de travailler plus longtemps. Fait que je vais commencer avec les hypothèses de planification de retraite qu'on peut contrôler. Et donc, le premier, c'est quoi notre hypothèse de coût de vie? Donc, c'est le grand choix. C'est on veut quoi? Dans notre vision, on veut faire quoi avec notre temps? On veut voyager, on veut faire ça. Donc, en anglais, on appelle ça le burn rate, c'est-à-dire on brûle de l'argent, mais en fait, c'est notre coût de vie. Ça va demander beaucoup de réflexion. Ça peut prendre du temps. On commence par les dépenses récurrentes. On peut regarder ses comptes de carte de crédit, par exemple. On les connaît, que ce soit annuels ou mensuels. Et une fois que c'est estimé, là, on peut penser à quelles seraient nos dépenses non récurrentes, comme les voyages, les dons, les cadeaux, ce genre de choses. Si on a une situation de santé qui n'est pas bonne, qui nous demande des dépenses annuelles régulières, ça aussi, ça peut être inclus. Ben, la plupart des clients qui font l'estimation, ils vont arriver à un taux de standard de vie de temps par mois. Puis on oublie l'impôt pour l'instant parce que les logiciels vont tout faire ces calculs-là pour optimiser la fiscalité. Fait que c'est vraiment le coût de vie après impôt sur le revenu. Donc, là, on va arriver à
un montant de cash flow qui vont leur permettre de vivre comme s'il y avait un revenu au travail. Donc, on avait une paye, ça nous rentrait tous les 2 semaines, par exemple, mais là, ou une fois par mois. Mais là, avec ce planning, on va pouvoir avoir une estimée de dire, ben, j'ai besoin de temps par mois. C'est-tu 4 000 c'est-tu 10 c'est-tu 15 Bon, ce chiffre-là va servir au planificateur financier vraiment pour élaborer le plan financier de retraite. Exactement. Puis quand on a ce chiffre-là, James, ben nous, on a beaucoup de succès avec nos clients car ils s'habituent là, à avoir un montant régulier. C'est comme une paye qui rentre dans ton compte de banque. Puis on peut, nous, de notre côté, on peut soigneusement planifier une stratégie de portefeuille pour minimiser les coûts à la fois en termes d'impôts puis des impacts sur le marché, là. Mais je pourrais ajouter, François, qu'à ma grande surprise, on a de nombreux clients qui demandent toujours le même montant de retraite mensuel, mais plus d'une décennie plus tard. Mhm. Puis c'est très Mhm. fascinant parce qu'on se pose la question s'ils se privent de quoi, mais en fait, on peut aussi se demander, mais oui, l'inflation n'a pas été forte au courant des 10 dernières années. Les portefeuilles ont beaucoup augmenté. On a eu des rendements excédentaires, comme on a parlé dans nos podcasts en début d'année sur la revue de 2021. Et effectivement, le prix de la valeur de leur maison a beaucoup augmenté. Ils sont plus riches financièrement, mais il semblerait que l'inflation qui les impacte eux-mêmes, là, c'est pas élevé, ou peut-être que le montant qu'ils ont choisi, il y avait beaucoup de marge de sécurité, il y avait un buffer, comme on dit en anglais, Mhm. et donc ça leur a permis de s'adapter au fil des années. Mais j'ai l'impression aussi qu'ils sont fiers d'avoir bien géré leurs affaires financières et ils Mhm. préfèrent ne pas commencer à dépenser l'argent qu'ils ont accumulé. Fait qu'il y a un aspect psychologique. Puis je vais réitérer ce que j'ai dit dans le podcast numéro 39. S'adapter à ce changement, c'est mentalement incroyablement difficile de dire, OK, je passe d'épargnant à quelqu'un qui dépense son capital qui a accumulé au fil des années. Fait que dans la finance comportementale, on parle de mental accounting, donc la comptabilité financière, c'est-à-dire, ah ben moi, mon portefeuille, il vaut 3 millions, mais il faut toujours qu'il soit à 3 millions, même si je consomme puis je le dépense. Fait que c'est cette notion de préserver cette indépendance financière-là, c'est comme relié à une image qu'il ne faut pas que le capital baisse, même si je vis à même les fonds. Fait effectivement, cette transition, ça déclenche une réaction de peur. Puis peut-être c'est une grande partie de l'explication, mais il y a beaucoup d'éléments qui jouent en compte. Puis mais c'est encore surprenant qu'ils vivent sur le même montant. Mais je dois dire, et cependant, qui sont généralement très, très satisfaits de leur style de vie et ne font pas de compromis majeurs avec leur choix de dépenses. Fait que je vois des gens qui vivent des belles vies. Il y en a, puis c'est pas ceux qui dépensent le plus en passant. Souvent, et les gens trouvent les moyens de voyager, mais ils vont y aller avec des amis, ils vont louer une maison Airbnb, ils vont avoir le temps d'avoir les bonnes escomptes sur les billets d'avion, etc. Fait que ils peuvent vivre une très, très belle qualité à moins cher. Ben, avec le temps, James, il faut dire aussi que ceux qui ont été des bons épargnants dans le passé, là, ils sont moins dépensiers quand c'est temps de la retraite, là. Ils font attention là, à leurs actifs qui ont difficilement Tout à fait. accumulé, là. Puis le burn rate, c'est également le facteur déterminant de la façon dont vous allez retirer de l'argent de votre portefeuille, là. Maintenant, j'aimerais citer un économiste qui a gagné le prix Nobel de sciences économiques, Robert Merton. Il est aussi professeur de finance à l'école Sloan School of Management de l'université MIT à Boston. Il est aussi chercheur résident chez Dimensional Holdings. Il a fait beaucoup de recherches sur le sujet de la retraite dans les 20 dernières années et ses dernières réflexions, je pense que ça vaut la peine de les écouter. Et je le cite, traduction libre. Euh, alors, qu'est-ce qu'un bon revenu de retraite, dit-il? Peu importe qui me pose la question, je donne toujours la même réponse. C'est un revenu protégé contre l'inflation qui vous permet de maintenir le niveau de vie dont vous avez joui dans la dernière partie de votre vie professionnelle. Donc, je trouve ça intéressant. Parce que c'est quoi que je devrais avoir? Ben, puis nous, on le voit dans la clientèle, les gens, je tombe à la retraite, ah ben mon standard de vie va baisser automatiquement. On ne voit pas ça, généralement. Puis lui, il dit, après 20 ans de recherche, il dit, c'est effectivement ce que les gens veulent, de continuer dans le même standard de vie. Bon, fait que là, dans les dépenses ponctuelles maintenant,
Les exemples sont dans les hypothèses de planification financière. À quel rythme on va remplacer la voiture? Mais aujourd'hui, les voitures durent beaucoup plus longtemps, les garanties prolongées, c'est beaucoup mieux que ce qui était il y a 30 ou 35 ans. On peut présumer qu'on va le changer, par exemple, aux 8 ans ou 10 ans. Est-ce qu'on va offrir des cadeaux financiers autres aux enfants, aux petits-enfants? Les soins de santé, il ne faut surtout pas oublier les soins dentaires. On voit des factures énormes où les clients ont besoin de traitements de dentistes spécialistes, de parodontie, etc. Fait que les rénovations domiciliaires, puis la liste est infinie. Mais encore une fois, ces dépenses sont très discrétionnaires. Ils peuvent être reportées ou réduites. Mm-hmm. Puis, James, on le voit beaucoup, là, il y a les dons aux enfants puis aux petits-enfants. Puis, on en fait un peu la promotion là, quand on recommande là, de faire des contributions au régime d'épargne-études. Puis, on a également eu un podcast là, sur la langue de maman et papa pour les parents qui donnent de l'argent aux enfants pour leur première maison. Donc, ces dépenses ponctuelles-là font partie, il faut les calculer, ça doit faire partie de notre plan de retraite, là. Le prochain élément à considérer, c'est la date de retraite. Ici, on va avoir des revenus d'emploi une fois qu'on est, entre guillemets, retraité, c'est-à-dire quand on passe dans notre prochaine phase de la vie, dans la nouvelle retraite. Fait qu'après avoir déterminé combien vous dépenserez une fois la retraite, choisissez une date d'arrêt de travail pour la simulation. Puis l'hypothèse, on fait toujours des scénarios de base qui disent, OK, je n'en générerai pas de revenus additionnels d'emploi. Puis ça, c'est conservateur parce qu'on ne peut pas présumer qu'on va avoir la possibilité de travailler et surtout de faire quelque chose qui nous plaît, qui fait partie d'une bonne qualité de vie. Fait qu'une excellente façon, par contre, de renforcer la solidité financière de votre retraite, c'est de continuer à travailler parce que c'est une entrée de fonds et on a moins besoin de piger dans notre capital d'épargne retraite. Chaque dollar gagné, donc, est un dollar qu'on n'aura pas à retirer. Et chaque année qu'on remet de piger dans nos comptes de capital retraite, ben, ça renforce la durabilité du plan. Mais ça peut ne pas convenir aux objectifs parce que beaucoup de gens disent, moi, là, j'ai travaillé fort, puis mon travail, je veux passer à autre chose, je veux pas travailler, je veux faire du bonheur, je veux être actif, mais je veux pas faire du travail rémunéré. Donc, il faut respecter ce choix-là. Oui, mais pour certains, James, c'est pas juste une question d'argent, là. On peut trouver un but puis un sens à un emploi à la retraite. Le travail à temps partiel à la retraite, il est très courant, là. Il y a une étude en 2019 de l'AARP aux États-Unis, c'est l'American Association of Retired People, qui a révélé que plus de 20% des Américains de plus de 65 ans travaillaient ou cherchaient du travail, soit le double là, du taux de 1999. On voit ça beaucoup dans notre clientèle. Les grands performants, les carriéristes doivent rester connectés et pertinents. Mm-hmm. Exact. Donc maintenant, on va examiner les hypothèses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Donc, le premier étant qu'il faut faire des projections financières avec des rendements sur les placements boursiers et obligataires, mais c'est quoi les rendements qu'on va utiliser en hypothèse? Fait qu'on sait, la décennie se terminant le 31 décembre 2021 a généré des rendements réels plus élevés que prévu en raison de la combinaison, par contre, maintenant, de la valorisation élevée des actions et des faibles rendements obligataires. Ça s'est beaucoup amélioré depuis 6 à 9 mois, les rendements obligataires. On voit il y a un bond bear market qu'on n'a pas vu depuis presque 100 ans. Et là, la pendule a pu continuer. Fait que oui, ça va... Pour les retraités, les taux d'intérêt sur les placements sécures se sont beaucoup améliorés, mais on est toujours vulnérable à ce que les rendements espérés dans un avenir à rapprocher vont être plus faibles que ceux qu'on a vus dans les 10 dernières années. Oui, puis on a couvert là, le sujet des rendements espérés futurs dans le podcast numéro 37. Donc, je recommande à nos auditeurs là, d'aller écouter ce podcast-là pour un peu plus de détails là, sur les rendements espérés futurs. Prochaine hypothèse sur laquelle il faut s'attarder et sur laquelle on n'a pas de contrôle, c'est l'hypothèse d'inflation.
et comment est-ce qu'une inflation plus élevée va-t-elle affecter notre plan de retraite? Oui, effectivement, là, depuis mai 2021, là, on parle beaucoup de l'inflation, mais ça va être quoi l'impact, James, pour les retraités ou les Mais implications pour les taux de en retraite? fait, François, notre avis sur les taux de retrait est que les pré-retraités voudront peut-être pécher par excès de prudence en ce qui concerne les retraits de départ. Nous sommes d'accord avec la recherche qui conclut qu'un retrait initial dans la fourchette basse des 3 est un point de départ plus sûr pour les gens qui sont dans la soixantaine, peut-être plus élevé pour les gens qui sont plus âgés. Et ceci, c'est toujours avec l'hypothèse que ces retraités auront une allocation, ce qu'on a connu classiquement comme portefeuille équilibré, c'est-à-dire 60% en actions, 40% en obligations. Oui, il faut dire quand même, James, que cette hypothèse-là de retraite 3 n'inclut pas d'hypothèse d'inflation particulièrement élevée pour arriver à ce faible taux-là de retraite départ. Je crois qu'on a supposé un taux d'inflation de 2,2 sur un horizon de 30 ans. C'est conforme à la moyenne historique de l'inflation, mais c'est bien en bas là, de l'inflation courante là, qui est près de 5 ici au Canada. Si on s'attend à une inflation plus élevée, un environnement de marché plus volatile, ce serait plus prudent là, pour les retraités d'avoir un niveau initial de retrait là, peut-être plus faible que le 3 qu'on a mentionné. Là. J'aimerais aussi citer les propos de John Reckenthaler. Il travaille pour la firme Morningstar et il a participé à une table ronde des experts de la firme récemment et ils ont publié un article sur le compte-rendu de cette table ronde et je le cite, le moment où l'inflation se produit à la retraite est crucial. Comme dans un environnement des marchés faibles, c'est-à-dire que les rendements ils sont pas forts, l'inflation lors des premières années de retraite est particulièrement néfaste. Fait que là, on vit la haute inflation, on vit un marché qui est baissé, fait que c'est un gros défi pour les gens qui prennent leur retraite maintenant. En effet, des dépenses, je le cite encore, des dépenses plus élevées au début de la retraite s'accumulent et laissent moins de place dans le portefeuille pour croître tout au long de l'horizon des dépenses du retraité. Par ça, il veut dire que, OK, si on a une hypothèse qu'on veut dépenser 8 000 par mois, mais que l'inflation est à 8, ben, l'année d'après, ça nous prend plus 8 mais si cette haute inflation, haut taux d'inflation commence au début de la retraite, mais ça va impacter tout le reste des années. Oui. Puis pour les gens, là, être propriétaire d'une maison est associé aussi à une qualité de vie. Par contre, il faut dire aussi que ça nous protège là, pour une inflation qui est plus forte que prévu. Donc, il y a des bienfaits à être propriétaire là, pour se protéger contre l'inflation. C'est un très bon point que tu apportes parce que la maison, la résidence principale, on sait que c'est un choix personnel, ça fait partie de notre qualité de vie. Mais aussi, il faut savoir que sur le plan fiscal, c'est très intéressant. Le gain, si les règles fiscales ne changent pas, on est exempt de gain, mais on contrôle aussi nos coûts. Si, exemple, on n'a pas d'hypothèque, on sait que on a vu ça dans le podcast sur la banque de maman et papa, les statistiques, plus de 80% des Canadiens sont propriétaires de leur maison, n'ont pas d'hypothèque. Je répète, plus de 80% des Canadiens qui sont propriétaires de maisons sont propriétaires et toute l'hypothèque est payée. Donc, prochaine hypothèse, c'est l'hypothèse d'espérance de vie. On n'a pas de contrôle là-dessus. Cette hypothèse, quand on la fait, on choisit une probabilité qui aura plus de 90% des chances qu'un client soit décédé. Fait que quand on utilise les tables de mortalité, selon cette statistique-là, ça nous amène généralement pour les gens à 94-95 ans d'espérance de vie. Donc, une espérance de vie assez longue et même plus longue que ce qu'on s'attendrait. Quand on entend les statistiques qu'un homme a une espérance de vie de 80 puis une femme 84, ben c'est pour tout l'ensemble de la population. Mais si on a déjà 60 ans et on n'a pas eu d'historique cardiaque, de cancer, on n'est pas fumeur, on n'est pas diabétique,
ben, il y a au moins plus de 50% en fait des chances qu'un des deux conjoints va survivre jusqu'à 95 ans. Fait que c'est pas conservateur ou farfelu. Il y a une forte probabilité en fait que les gens vont vivre, au moins un des deux dans un couple va vivre très longtemps. Oui, ben c'est la question qui revient souvent, là. Est-ce que les gens vont survivre à leur argent? Là? C'est la principale. L'espérance de vie, c'est un autre très gros sujet, puis ça fera matière pour un podcast futur parce qu'il y a beaucoup d'éléments à considérer là-dedans. Donc, mes derniers commentaires sur les hypothèses de planification financière de retraite, c'est que, bon, premièrement, il faut éviter un excès d'optimisme à propos des hypothèses qu'on choisit. Ça veut dire quoi être conservateur dans nos choix d'hypothèses? Bien, comme je disais tantôt, c'est de prendre une hypothèse qu'on va vivre très longtemps et encore plus que l'espérance de vie moyenne. D'autres exemples seraient que, bon, ben, je vais projeter des taux de rendement sur les placements plus faibles que peut-être serait raisonnable d'espérer. Et finalement, puis c'est celui-là qui est le plus grand variable quand on fait des simulations de scénarios 2, 3 et 4 pour nos clients. C'est un cash flow, un standard de vie, un burn rate plus élevé qui serait une marge de sécurité au cas que le coût de vie serait plus élevé. Finalement, il y a 3 composantes de la planification financière de retraite qui sont importantes. Une fois qu'on a bien couvert nos hypothèses, on a fait le bilan personnel, c'est de planifier des revenus de retraite de pension. Et donc, si on prend des pensions gouvernementaux, sécurité de vieillesse, le RRQ au Québec, le régime de pension au Canada, quand est-ce qu'on va prendre le montant? On a le choix de prendre ça de façon anticipée pour le RRQ à 65 ans à l'âge normal ou à la différer jusqu'à 70 ans. Ensuite de ça, c'est les choix de régime de retraite d'employeur si c'est un régime de pension agréé. Donc, à prestation définie, bien, il y a toutes sortes de choix et d'options. Pré-retraite avec réduction, sans réduction. Si c'est cotisation déterminée, aussi, il y a des choix avec l'accumulation des fonds dans les régimes. Donc, ensuite de ça, il faut s'attarder à la planification fiscale pour optimiser la stratégie de retrait. Ici, ben, on examine en détail où sont les sommes d'argent sur le bilan. Sont-ils dans des comptes enregistrés comme le RIR, le FER? Sont-ils dans les CELI, dans les comptes taxables personnels? C'est-tu dans les comptes de société de portefeuille? Puis nos auditeurs réguliers là, savent qu'on couvre l'optimisation des revenus de retraite dans nos podcasts de fin de l'automne. L'année dernière, ça a été couvert dans les podcasts numéro 29, 30. Puis comment retirer vos investissements d'une importance qui est cruciale, je dirais, pour la préservation du capital à long terme puis la durabilité de votre plan de retraite. Ensuite de ça, il faut s'attarder au taux de retrait et le capital requis. Fait que vous imaginez, vous avez 1 million de dollars, bien, le taux de retrait, c'est le pourcentage. Veux-tu retirer 3%, 4%, 7%? Puis ça, c'est un paramètre très important dans la planification. J'aimerais citer quelqu'un, en fait, qu'on cite souvent, le blogueur américain Ben Carlson. Et il y a un excellent commentaire dans un de ses blogs récents. Il dit, je le cite, « Nous n'avons qu'une seule chance lorsqu'il s'agit d'épargner, puis de puiser dans nos avoirs de retraite. » Fait que t'as qu'une chance à faire ce plan-là. T'en as pas comme... À moins de se remettre à travailler puis de se reconstruire un capital ou d'hériter des sommes importantes. C'est pour cette raison que c'est un sujet qui est important. Puis encore une fois, c'est un sujet qui mérite un podcast à lui seul. Et puis on s'engage à le faire dans un proche avenir. Donc, les planificateurs financiers utilisent la modélisation informatique aussi, pour parfois appeler analyse Monte-Carlo, pour calculer la probabilité d'atteindre les objectifs financiers sur la base des hypothèses qu'on a choisies. Mais ceci, ce que ça fait, le simulateur, c'est qu'au lieu d'avoir un rendement espéré sur les placements qui est fixe à chaque année, linéaire, c'est pas la vraie vie. On fait varier ça, puis nous, on le fait généralement avec 500 simulations. Et là, ça nous donne un score, un pourcentage. Je dis, est-ce que votre retraite, est-ce qu'il est à risque est-ce que vous êtes à risque de manquer d'argent ou pas?
Et donc, ça, c'est un élément de la planification financière. Oui, ça ne garantit pas le succès, là, cette modélisation-là, mais ça peut donner à l'investisseur une assurance que son plan est solide ou un avertissement qui a besoin de porter un petit peu plus attention. En fait, François, comme j'ai dit dans l'épisode précédent, comme j'ai dit aujourd'hui, les investisseurs vivent plus longtemps, ou travaillent plus longtemps et envisagent des retraites qui peuvent s'étaler sur 30 ou 40 ans. Puis je ne devrais plus dire retraite. C'est un nouveau langage on devrait dire la nouvelle phase, la troisième phase de notre vie. Fait qu'aujourd'hui, un retraité de 65 ans doit adopter un état d'esprit d'investisseur à long terme. On en parle souvent dans nos podcasts. Oui. Mais ça implique avoir une part plus importante de son portefeuille investi en actions qu'on aurait recommandé pour un retraité il y a peut-être 15 ou 20 ans. Et mon conseil est de s'assurer d'avoir une marge de protection pour payer votre coût de vie, par contre, pour les 5 à 10 prochaines années. Fait que si on augmente notre allocation en actifs, mais ce qui reste dans le panier sécure, des obligations de grande qualité, de courte durée, qui sont liquides, on va s'assurer qu'on va couvrir un minimum de 5 ans, idéalement 10 ans de coût de vie. Donc, ça implique toujours une allocation dans des placements qui, je répète, qui sont sûrs et qui sont liquides. Liquides, je peux les vendre, il va y avoir des acheteurs dans des périodes où les marchés vont peut-être être difficiles au niveau des actions. Ce qui est bien en ce moment, c'est que les taux d'intérêt sur les obligations ont augmenté depuis le début de l'année à cause de l'inflation. Donc, les investisseurs peuvent s'attendre maintenant à des revenus un petit peu plus élevés là, sur leurs composantes sécuritaires de leur portefeuille qu'il y a un an ou deux, là, où est-ce que les rendements obligataires étaient vraiment bas. Oui, c'est vraiment comme on a dit tantôt, c'est que la pendule, elle arrête rarement au milieu, elle va peut-être continuer, puis peut-être qu'on va avoir une belle opportunité. Et c'est pour ça qu'il faut rester courte durée puis de qualité. Oui, juste à titre d'exemple, un CPG, 3 ans, tu as un peu plus de 4 % maintenant, tandis qu'il y a 2 ans, tu avais à peine 2 % de là-dessus, là, même un peu en bas de 2 %. Donc, c'est énorme majeur, la différence. Ouais. Donc, le taux de retrait du portefeuille, c'est un point de départ pour évaluer la pertinence d'une allocation d'actifs. Fait que si on dit, j'ai 1 million, puis là, j'ai besoin de 70 000, ça veut dire que c'est un taux de retrait de 7 %. Cela dit, il faut faire attention. Si on a 1 million dans un compte taxable avec pas de gain non réalisé, ça vaut plus qu'1 million dans un FER où 100 % des retraits sont imposables. Donc, les retraits annuels peuvent être utilisés à déterminer le montant qu'on devrait avoir, évidemment, dans le panier sécure. Oui, puis quand on fait les retraites, James, on essaie d'optimiser fiscalement ces retraits-là. Puis pour nous, c'est bien important. Là, on aime la flexibilité dans nos portefeuilles qui sont construits avec des FNB d'actions et d'obligations qui sont largement diversifiés, plutôt que des produits tout en un. Ça nous donne un peu plus de flexibilité quand vient le temps de générer les fonds là, dans les comptes des clients. Puis ça, c'est particulièrement vrai pour les comptes avec des plus gros montants. Tout à fait. J'aimerais revenir avec nos auditeurs avec une autre citation de Robert Merton où il parle de l'établissement de la répartition d'actifs à long terme au début de la retraite. Puis je le cite, traduction libre toujours, prendre plus de risques d'investissement peut sembler être la voie à suivre, mais il est important d'avoir un plan B. Ne comptez pas sur des rendements plus élevés comme étant une certitude. Le risque des marchés est réel et si prendre plus de risques fait partie d'une solution, il faut être prêt à ce qu'il faut faire si le risque élevé se matérialise. Par exemple, une forte baisse des actions pendant la retraite. Oui, non, c'est tout à fait vrai. Là, donc, nos auditeurs là, doivent faire attention s'ils prennent plus de risques dans leur portefeuille. Il faut bien qu'ils comprennent les avantages et les inconvénients de cette stratégie-là. Pour terminer ce segment, François, j'ai aussi fait la lecture récemment d'un article qui est une entrevue d'un investisseur américain de 98 ans. Il s'appelle Taylor Larimore. Monsieur Larimore est connu comme le roi des Bogleheads. Donc, c'est des disciples de John Bogle, qui était le fondateur de Vanguard, évidemment, qui a prêché le long de sa carrière une philosophie d'investissement à faible frais et forte diversification. Larimore a été une personne
clé dans le démarrage du mouvement, encore une fois appelé les Boggleheads. Il a été interviewé pour son article récemment et il a dit à l'auteur « Les clés de l'indépendance financière sont de vivre en dessous de vos moyens, d'épargner régulièrement, de réduire les coûts et les impôts, d'éviter les grosses erreurs, de garder les choses simples et de garder le cap. » Larry Moore a déclaré que les 3 plus grandes erreurs que les gens commettent sont les suivantes. Miser sur des actions individuelles, se fier aux performances passées pour prédire les performances futures, construire des portefeuilles trop complexes, coûteux et fiscalement inefficaces. Oui, vraiment des sages paroles d'une personne qui a un esprit d'investisseur à long terme. Autre chose à ajouter, James? Non, je pense qu'on a fait le tour du jardin, François. OK, bien, j'espère que nos auditeurs ont trouvé le sujet d'aujourd'hui pertinent et utile. Merci, James, d'avoir partagé ton expertise et ta sagesse. Ça m'a fait grand plaisir, François. Eh bien, c'est tout pour ce 40e épisode de Sujet Capital. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à sujetcapital@pwlcapital.com. De plus, si vous avez aimé notre podcast, partagez-le avec votre famille et vos amis. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le s'il vous plaît. Encore une fois, merci de vous être joints à nous aujourd'hui et joignez-nous pour notre prochain épisode. Merci et à bientôt.